En 2015, l'expert en paranormal Mike Hallowell a été appelé pour enquêter à nouveau sur une étrange affaire de disparition qui avait été signalée à l'origine par un officier de police en août 1971. Le rapport indiquait qu'un soir d'été, 5 adolescents ont convergé vers les ruines antiques de Stonehenge pour exploiter ces ondes. Ils avaient installé leur campement au milieu du cercle de pierre et démarré une sorte de petite fête, lorsqu'un éclair a illuminé le ciel, puis un violent orage a rapidement suivi. Les adolescents ont continué, mais lorsque de nouveaux éclairs ont foudroyé les arbres, puis les énormes pierres elles-mêmes, ils ont couru se mettre à l'abri dans leur tente. Les choses ont alors pris une sombre tournure. Le policier local en patrouille a rapporté que le cercle de pierre était entouré d'une étrange lumière bleue. Le site est devenu si lumineux qu'il a dû se protéger les yeux. Quelques instants plus tard, il a entendu des cris à glacer le sang provenant du centre du cercle, puis plus rien. Les adolescents avaient disparu. Si nous pouvons croire le rapport de cet officier de police, est-ce une preuve suffisante pour convaincre les sceptiques que les histoires surnaturelles entourant Stonehenge ne sont pas que des légendes? Le chercheur Billy Carson évoque un autre témoin de ce phénomène choquant. Le fermier propriétaire des terres où se trouvait Stonehenge était contrarié parce qu'un groupe de hippies campait au milieu des ruines. Il a appelé la police et lui et le policier se sont dirigés vers Stonehenge. Alors qu'ils s'y rendaient, ils ont vu la foudre frapper les pierres. Mais au lieu que les pierres aient été détruites, il s'est produit une chose très étrange. Une lueur s'est formée au centre de Stonehenge. Très rapidement, la lueur est passée d'une sorte de bleuâtre à un blanc éclatant. C'était si lumineux que la boule d'énergie encerclait toutes les pierres. Après avoir vu cet éclair, le fermier et le policier se sont mis à courir vers cette boule d'énergie. Puis la lumière a disparu. C'est le témoignage d'un témoin oculaire et il est aujourd'hui incontestable. Le témoignage d'un témoin oculaire est prouvable dans une cour de justice. Tout ce qui se trouvait là-bas a complètement disparu. Stonehenge demeure l'une des plus grandes énigmes du monde antique. Dans les années 60, un astronome américain du nom de Gerald Hawkins a établi une merveilleuse théorie. D'après lui, Stonehenge est une sorte d'immense ordinateur en pierre. Et son objectif était de prédire les éclipses du Soleil et de la Lune. Il existe aussi d'autres alignements par rapport à des positions proéminentes du Soleil et de la Lune. Et beaucoup d'autres caractéristiques qui ont démontré que c'est un site qui a été construit avec un savoir ancien remontant à plusieurs milliers d'années. Si Stonehenge était un ordinateur géant, existe-t-il un code qui attend encore d'être découvert? Maria Whitley, une figure dominante en matière de système géodésique des énergies terrestres et l'une des expertes radiesthésistes d'Angleterre, explique le lien entre les cercles de pierre et le réseau énergétique. Pendant de nombreuses années, dès mon enfance, mon défunt père m'a fait découvrir les mégalithes et la radiesthésie. Cela consiste à essayer d'atteindre les énergies qui influencent et définissent les plans de fondation des sites anciens. Ma famille a hérité de rapports et de documents d'experts radiesthésistes remontant aux années 30. Je dispose donc d'une grande richesse de plus de 80 ans de recherche. L'une des premières choses à savoir à propos de Stonehenge est que nous reconnaissons que le monument est composé de ces énormes trilithes et constitue ce cercle parfait contenant 30 mégalithes avec 30 linteaux au sommet. Cela représente ce qu'on appelle la phase 2 de Stonehenge. Selon l'archéologie orthodoxe, il aurait été construit vers 2500 ans avant Jésus-Christ. La phase 1 de Stonehenge était très différente. C'était un monument complètement différent. Nous pouvions voir un monticule de craie et un fossé. Aujourd'hui, ce monticule de craie est constitué de craie similaire à ce qui est utilisé pour la construction des maisons modernes au Royaume-Uni. Ce monticule de craie mesurait 3 mètres de haut. Stonehenge était un lieu secret. Il était impossible de voir le centre du monument. De nos jours, si vous êtes autorisé à pénétrer au centre du monument
Pour des rituels ou des cérémonies, vous pourriez imaginer 56 pierres bleues très brillantes. Ces pierres mesuraient environ 2 mètres de haut et étaient si bien polies qu'elles ressemblaient à un ciel étoilé. Sir Fred Hoyle a été sacré astronome royal de Grande-Bretagne. C'était un homme très doué et intelligent. Dans les années 60, il a émis l'idée que Stonehenge était un ordinateur prédisant les éclipses. Il a donc mis au point une méthode en utilisant seulement 3 ou 4 repères. Ces repères étaient déplacés pour représenter les nœuds nord et sud de la Lune. Pour les anciennes civilisations, il était facile de prédire quand un événement spectaculaire allait se produire à Stonehenge. Au cours de la phase 1, tous les 18,61 ans, quelque chose d'incroyable se produisait. Depuis le centre de Stonehenge, on pouvait voir une lune rouge sang s'élever au-dessus de la pierre talon, l'éclipse. Pourquoi les anciens étaient-ils si fascinés par l'éclipse? Mes recherches sur les énergies terrestres, comme celles de mon défunt père avant moi, et d'autres experts radiesthésistes, comme Hamish Miller, ont toutes démontré qu'au moment de l'éclipse et juste avant, les énergies de la Terre s'arrêtent. L'énergie électromagnétique qu'elle émet passe à zéro. Cela devait être très important pour qu'il génère de l'énergie électromagnétique à partir de lignes qui transmettaient en quelque sorte de l'énergie et que tout le système s'arrête. Un peu comme les ordinateurs aujourd'hui. Il aurait redémarré juste après le cycle de l'éclipse. Selon moi, c'est la raison pour laquelle nos ancêtres enregistraient les éclipses sur cet ordinateur qu'était la phase 1 de Stonehenge. Un cercle de pierre représentant un système de redémarrage? À quel type de système ce cercle antique pourrait-il être lié? Si l'hypothèse de Maria explique l'importance de ces lignes de force souterraines, déchiffrer les mystères de Stonehenge pourrait-il nous amener à comprendre les technologies secrètes des anciens? En règle générale, nous pensons que la ligne est une ligne droite qui traverse le sol. Certaines lignes sont astronomiques et elles indiquent des événements astronomiques, comme le lever du soleil en plein été ou le coucher de la lune. Ce sont des lignes à orientation céleste. Puis, il existe d'autres lignes qui sont simplement topographiques, qui n'émettent pas d'énergie et qui reliaient simplement les sites à travers le paysage ancien. Nous devons donc avoir conscience qu'il existe des catégories différentes de lignes. Certaines émettent de l'énergie, d'autres pas. Nous pouvons imaginer ce qu'on appelle un système de lignes. Un système de lignes est une ligne droite dans le paysage avec des courants sinueux qui l'entourent. Considérez un instant le symbole du caducée que les ambulanciers portent encore de nos jours. Il s'agit d'une ligne droite entrelacée par 2 serpents. L'un est masculin et l'autre est féminin. Lorsqu'on étudie le paysage ancien, c'est ce qui se passait. Il y a une ligne droite et un système de lignes avec un courant mâle et un courant femelle qui s'entrecroisent. Si l'on projette ces lignes autour de la planète, elles forment un grand cercle. Les anciens druides celtes, qui ont hérité des informations de l'âge de bronze, ont toujours évoqué dans leurs écrits qu'il existe 12 cercles puissants tout autour du globe. L'un de ces cercles puissants, qui entoure la planète, se situe à une latitude exacte de 51 degrés nord. Stonehenge est précisément situé à 51,18 degrés nord. Et c'est le seul endroit des îles britanniques où le lever du soleil au milieu de l'été forme un angle avec le coucher de la lune dans sa phase nord, créant ainsi un angle droit. Stonehenge se trouve à cette latitude de 51 degrés. La ligne passe par ces 51 degrés et la pierre talon est située à une latitude de 51 degrés. Cette ligne est non seulement liée à cette latitude, mais aussi à l'endroit où les planètes étaient positionnées dans le ciel vers 2700 ans avant Jésus-Christ. Les astronautes s'accordent à dire qu'en l'an 2700 avant Jésus-Christ, les planètes et les étoiles se seraient parfaitement alignées, reflétant l'emplacement des pierres à Stonehenge. Lorsque nous étudions les archives célestes du monde ancien, il paraît évident que les habitants de Stonehenge ont calculé les distances entre les sites énergétiques sacrés et les planètes, puis ont recréé ces dimensions en implantant des pierres sur Terre. Mais dans quel but? Quel était le lien entre ces énormes pierres et les planètes qui se trouvaient au-dessus d'elles?
Il existe une théorie selon laquelle, outre l'influence du Soleil et de la Lune et la puissance des éclipses, Stonehenge serait relié à l'influence de Saturne. Cette idée provient d'une théorie qui a été proposée dans les années 80, selon laquelle le centre en forme de fer à cheval, constitué de pierres bleues, provenant du pays de Galles, à des centaines de kilomètres de Stonehenge, reflétait cette influence, parce qu'elles étaient directionnelles. Elles étaient orientées vers l'influence de Saturne. Si nous reproduisions ce schéma d'un point de vue terrestre, nous devons imaginer que Stonehenge représentait Saturne et que 30 linteaux l'entouraient. Saturne met exactement 30 ans pour faire un tour du zodiaque. Tout astronome ou astrologue vous dira que cela s'appelle un retour de Saturne. C'est un cycle de 30 ans. Je pense que c'est la raison pour laquelle on trouvait 30 linteaux à Stonehenge. Nos ancêtres construisaient les choses pour une bonne raison. Rien n'était le fruit du hasard. Tout avait une propriété métaphysique et physique dans le monde ancien de Stonehenge. Il faut savoir qu'un autre site antique semblable, appelé Marden, existait. Marden était un cromlech. Den, un mot d'anglais ancien qui signifie établissement, a été couplé à Mars. Marden signifie donc l'établissement de Mars. C'est là que Mars a été relié à la Terre et a été situé dans le paysage ancien. L'idée de paradis sur Terre est arrivée. En remontant la ligne, nous trouvons le Soleil et la Lune représentés par le cromlech d'Evebury, qui constitue le plus grand cercle de pierre du monde. Alors que Stonehenge tombe lentement en ruine, les scientifiques creusent davantage pour trouver des réponses sur la véritable fonction de ces mégalithes de pierre. Le site se composait d'un cercle de petites pierres bleues disposées en forme de fer à cheval et entouré d'un mur extérieur plus grand constitué de pierres de sarcène en grès silicifié vieilles de 60 millions d'années. 50 d'entre elles se tiennent encore debout aujourd'hui, mais nous pensons qu'il y en avait beaucoup plus à l'origine. Le poids de la plus grosse est comparable au poids d'un camion de ciment plein. On dit que Stonehenge aurait été construit par des géants. En effet, ces pierres étaient énormes. C'était un véritable exploit d'ingénierie. On dit que les pierres seraient venues d'Afrique. Mais elles ont été étudiées et elles provenaient des environs, à l'exception d'un cercle de pierres bleues qui ont été ajoutées. Elles ne venaient pas exactement d'Afrique, mais de la côte. Or, le commerce avec l'Afrique se faisait à partir de la côte. Elles n'étaient pas aussi massives que les pierres principales du cromlech, mais elles ont tout de même été amenées de très loin. Cette énorme structure a été construite à une époque où c'était une tâche considérable. Tout a commencé par une structure en forme de U au centre. Beaucoup de gens pensent que cette structure en forme de U symbolise l'utérus féminin et que c'est pour cela qu'elle est ouverte à une extrémité, pour pouvoir donner naissance à l'énergie. Ces bâtisseurs n'avaient pas accès à la technologie dont nous disposons aujourd'hui. Pourtant, ils ont construit des choses avec cette science dont nous ne pouvons que rêver aujourd'hui, simplement en utilisant des pierres. C'est fascinant. Plus étonnant que la taille de ces mégalithes, les propriétés des pierres de sarcène sont comparables à celles du quartz, un cristal de roche. Les anciens ont-ils trouvé un moyen de réguler les fréquences sonores et énergétiques? Si c'est le cas, dans quel but les utilisaient-ils? Lorsque nous voyons ces pierres être inclus dans le système énergétique et être capables de produire de l'énergie aérienne sous forme de bandes qui communiquent d'une pierre à l'autre en diaphonie, nous pouvons comparer cela à un grand système énergétique. Stonehenge est unique. Il n'existe pas d'autre cercle de pierre comme celui-ci dans les îles britanniques. Pourquoi? Parce que Stonehenge a des linteaux en son sommet. Un cercle de 360 degrés est créé en son sommet par ces linteaux, ce qui génère, selon les maîtres radiesthésistes et géomanciens, une forme d'énergie qui tourne encore et encore autour du monument. Puis, tous les 3 ou 4 circuits, l'énergie retourne en direction de la pierre talon. Elle converge toujours vers ce que l'on appelle une porte de sortie. Il s'agit d'une pierre dressée légèrement sur le côté où l'énergie est attirée.
On pourrait comparer cela au collisionneur de hadrons du CERN, car il s'agit également d'une structure circulaire qui procure de l'énergie à haute vitesse aux particules. Les anciens disposaient-ils d'une technologie infiniment plus puissante que celle du CERN? Fondé en 1954, le laboratoire du CERN se trouve à cheval sur la frontière franco-suisse, près de Genève. Les meilleurs physiciens de la planète dans la recherche nucléaire y conçoivent des appareils scientifiques complexes qui analysent les constituants fondamentaux de la matière. Personne ne contestera que leur création la plus puissante à ce jour est le grand collisionneur de hadrons, un anneau de 27 km d'aimant supraconducteur qui augmente considérablement l'énergie des particules qui le traversent. La forme circulaire du cercle de pierre génère un champ de force qui tourne en rond. Nos ancêtres auraient-ils pu créer ce champ d'énergie? Si nous transférons ce type d'énergie à une particule, comme le fait le CERN, elle pourrait générer quelque chose de similaire. J'ai emmené un ingénieur du CERN qui voulait faire l'expérience de l'énergie à un autre niveau, à Avebury. Il a accepté de me suivre pour la journée et il m'a parlé d'une vitesse élevée d'énergie de particules se propageant sous la Terre qu'ils peuvent obtenir depuis le CERN jusqu'à Turin, par exemple. Ils peuvent faire en sorte qu'une particule traverse littéralement la Terre à grande vitesse sur une ligne linéaire. C'est une ligne si l'on veut. C'est ce que faisaient nos ancêtres. Ils envoyaient l'énergie le long de lignes droites à partir d'un cercle. Il fallait donc un cercle tel que celui du CERN ou un cercle de pierre. Le collisionneur de hadrons est un accélérateur de particules qui projette des atomes à une telle vitesse que leurs éléments constitutifs se décomposent. Dans le cas de Stonehenge, il pourrait s'agir d'une ancienne tentative de ce genre, mais qui ne visait peut-être pas à décomposer les atomes. Avec les deux, nous pourrions être en mesure d'ouvrir une porte vers une autre dimension. Nombreux sont ceux qui pensent que le collisionneur de hadrons a été inventé juste pour cela, et que le reste de l'histoire a été inventé pour faire croire qu'il s'agissait d'une véritable œuvre scientifique. Il se pourrait que l'État qui l'a construit cherche à ouvrir un portail. Si cela est vrai, Stonehenge représente-t-il plus qu'un élément de notre propre réalité spatio-temporelle? Est-il possible qu'il ait pu être un portail vers d'autres dimensions dans le temps et l'espace? Le temps est un grand trésor et un étrange mystère. Nous désirons fortement contrôler le temps. Nous souhaiterions avoir plus de temps. Nous aimerions pouvoir remonter le temps pour corriger nos erreurs. De nombreuses histoires anciennes ont exploré ces aspirations humaines. Il y a ceux qui se rendent au royaume des fées, qui passent par les racines d'un arbre et passent quelque temps avec d'autres créatures ou qui regardent les fées danser au clair de lune. Et lorsqu'ils retournent à leur vie ordinaire, ils ont l'impression que 100 ans se sont écoulés. Dans d'autres histoires, certaines personnes entreprennent de longs voyages et lorsqu'elles reviennent, il leur semble que seulement quelques instants se sont écoulés. Cette flexion du temps est vantée dans les histoires classiques telles que le monde de Narnia. Nous savons que le temps ne s'arrête pas et n'avance pas de manière ordinaire. Nous pensons que le temps s'écoule en suivant les aiguilles d'une horloge, mais en réalité, il est malléable. Le temps s'étire et se courbe. Einstein a démontré que le temps n'est pas le même dans l'espace. Il peut être affecté par la masse. Les gens ont été très surpris par cette découverte. Notre logique des choses a changé quand nous avons réalisé que le temps n'était pas aussi linéaire que nous le pensions. En tant qu'humains vivant dans une civilisation moderne, nous ressentons tous que parfois, le temps défile rapidement et que d'autres fois, il avance très lentement. Grâce à des techniques méditatives, nous pouvons ralentir notre expérience du temps. Mais existe-t-il une matrice dans l'univers dans laquelle nous pourrions nous glisser et réellement voyager dans le passé et dans le futur? Les anciens ont-ils créé une technologie secrète avec les pierres qui permettent de le faire? Parce qu'elles étaient directionnelles, les pierres en forme de fer à cheval au centre indiquaient en quelque sorte l'influence de Saturne.
Pas nécessairement là où elle se lève, mais peut-être vers un autre monument ou vers l'horizon. Cela a donné à Stonehenge un côté assez sombre, car Saturne est associé à la couleur noire, à l'anéantissement, à la mortalité et à la fin des temps. Je trouve cette théorie quelque peu étrange, mais la connexion avec le temps est très importante, car ces cercles de pierre semblent souvent refléter l'idée du passage du temps. Saturne est une planète fascinante, car dans la mythologie grecque, c'est Chronos qui était le titan chef de tous les dieux. Zeus, Jupiter, a dû renverser Chronos, Saturne, pour survivre, parce qu'il avalait ses propres enfants. C'est quelque chose qu'il faut savoir à propos de la relation entre Saturne et Satan, l'adversaire, le temps lui-même, le démon symbolisant le temps. Que savons-nous en tant qu'humains? La seule chose à laquelle nous nous heurtons et que nous ne pouvons maîtriser est le temps. Saturne, en tant que seigneur des anneaux, c'est le nom qu'on lui donne, était considéré comme une planète très destructrice. Et il est difficile de comprendre exactement pourquoi. Chaque planète avait une certaine résonance. La guerre pour Mars, la richesse pour Pluton, l'amour pour Vénus, et Saturne a toujours représenté cette sorte de monstre dans la mythologie. Saturne et Chronos étaient considérés comme des sortes de gouverneurs du temps. On retrouvait certains aspects mécaniques, mais c'était aussi très fluide, et il faut savoir qu'il existait des cycles dans des cycles. Lorsqu'est venue l'époque des Grecs et des Romains, tout est devenu très étroit d'esprit, très logique, linéaire, et c'était absurde. La nature n'est pas linéaire, quel que soit notre point de vue. Cela se reflète dans de nombreux cercles de pierre. Mais il existait également une autre utilité. Bien que ces cercles de pierre aient été construits pour être des marqueurs de temps, ils servaient aussi d'observatoires des cieux, qui sont eux-mêmes cycliques et répétitifs. Il n'y avait pas seulement une compréhension linéaire de la mécanique de l'univers. Il y avait aussi cette conscience que tout évolue parmi des cycles. Voilà pourquoi nous devons y prêter attention, car notre survie dépend de la compréhension de ces longs cycles. Ces idées en ont poussé certains à considérer Stonehenge différemment. Quel est le rapport entre l'alignement des pierres avec Saturne et notre réalité spatio-temporelle? En 1981, la NASA a publié des photos lors du programme Voyager de ce qu'ils ont appelé l'hexagone du pôle Nord de Saturne, une étrange figure géométrique encerclant une étoile à 6 branches. Fait intéressant, lorsque nous observons une vue aérienne de Stonehenge, nous obtenons une image similaire. De nombreux théoriciens pensent que Saturne pirate des informations sous forme d'ondes transmises par le Soleil et les reprojette pour créer une nouvelle réalité. Je pense que Stonehenge représentait un culte de déesse lié à la Lune. Car la phase 1 de Stonehenge, comme je l'ai expliqué, était prédicatrice d'éclipses et était associée à la pleine Lune. Nous pouvons donc imaginer la phase 1 de Stonehenge comme étant un monument en l'honneur d'une déesse, avec des cérémonies au clair de lune. Nous observons toujours les monuments de jour, mais si vous alignez quelque chose par rapport à la Lune, c'est que vous voulez le voir de nuit. J'imagine donc une civilisation vénérant une déesse, qui participait à des cérémonies au clair de lune à Stonehenge. Avec la pleine lune, les pierres blanches comme de la craie devenaient d'un blanc si éclatant qu'elles se distinguaient visuellement dans le paysage. Même l'entrée originale très étroite de la phase 1 de Stonehenge était alignée sur la Lune. Plus tard, ils ont élargi la venue de Stonehenge, de sorte que la pierre de Talon était à peu près alignée sur le lever du soleil en plein été. N'importe quel archéo-astronome, tel que Clive Ruggles, vous dira que la pierre de Talon n'est que grossièrement alignée sur le soleil levant. Elle est décalée d'1 degré, alors que si l'on étudie l'alignement lunaire associé à Stonehenge, elle était parfaitement alignée. C'est donc à peu près au moment du passage du culte lunaire au culte solaire que l'on a construit davantage de monuments circulaires et que le culte solaire et la société dominée par les hommes ont vu le jour.
Ce n'est qu'un des nombreux exemples de ce soi-disant culte de Saturne des temps modernes. La théorie de Saturne suggère que Stonehenge a été construit en partie comme un hommage religieux à la planète dont ces gens pensaient être originaires. Saturne, dans son ensemble, est un endroit très mystérieux. Nous connaissons son association à l'hexagone depuis longtemps, car c'est la 6e planète en partant du Soleil. Mais ce qui est fascinant, c'est que nos satellites orbitaux ont montré qu'un hexagone s'est formé au-dessus du pôle nord de Saturne. En voyant cette forme hexagonale qui s'est formée naturellement au-dessus de Saturne, on peut se demander ce qui a fait apparaître cet hexagone à cet endroit. On ne sait pas s'il a été provoqué à cause des anneaux ou de la structure de la planète elle-même. Mais le fait que nous pensions que Saturne est associé à l'hexagone et que nous trouvions ensuite cette structure hexagonale au-dessus du pôle nord de Saturne est stupéfiante. Est-il possible que Stonehenge, avec ses pierres représentant Saturne, la Lune et le Soleil, rappelle aux hommes d'aujourd'hui qui nous sommes et d'où nous venons? Le scientifique qui a formulé la théorie classique du rayonnement électromagnétique dans les années 1800, James Clerk Maxwell, avait quelques idées sur la physique hyperdimensionnelle dont il craignait qu'elle ne soit pas comprise à son époque. Il a donc écrit un poème pour les dissimuler. Surface cubique, par 3 et 9, tracé autour de son camp vaut 27 lignes. Le sceau de Salomon en 3 dimensions. Billy Carson explique ce que Maxwell entendait par le sceau de Salomon en 3 dimensions. Si l'on prend un plan de l'emplacement réel du cromlech d'Evebury et un plan du Cydonia Mensae sur le site nasa.gov et que nous les superposons, ils correspondent à 100%. En d'autres termes, nous pouvons voir un cercle similaire à celui de Stonehenge, un dôme similaire au grand monticule d'Evebury et plusieurs kilomètres plus loin, un autre petit dôme et les pyramides. Tout correspond. Nous pouvons tracer une ligne droite et relier chacun d'entre eux avec un angle de 20 degrés, et cela représente une copie parfaite de Stonehenge sur Mars. En théorie, si l'on prend un tétraèdre ou une pyramide à l'envers, qu'on le place à l'intérieur de la planète, avec la pointe du tétraèdre touchant l'extérieur de la planète, on peut imaginer qu'un événement géologique planétaire se produit à cet endroit. Concernant Saturne, qu'il s'agisse d'activités volcaniques ou de lignes de faille, on peut observer que cette tempête hexagonale dure depuis de nombreuses années, ne s'est jamais arrêtée et semble très vorace. Ainsi, chaque planète que nous observons semble avoir ses points de repère où nous pouvons voir que la physique hyperdimensionnelle a un effet sur la géologie de la planète ou de la Lune. Nous avons découvert la puissance du 6, symbolisée par la forme de l'hexagramme. Il provient de la maison de David, le fils de David et Salomon, Sol Oman, le dieu soleil personnifié sous forme humaine. Selon la science traditionnelle, la vitesse de la lumière est la plus rapide dans notre galaxie. Mais certains théoriciens radicaux, comme le célèbre auteur David Icke, pensent que Saturne a une influence considérable sur l'espace et le temps dans notre univers, et que nous sommes tous impactés par celle-ci. Comment ce concept a-t-il vu le jour? Sonia Grace explique sa recherche alternative qui présente une vision des forces énergétiques en jeu à Stonehenge, et pourquoi elle pense que le mot Sarsen pourrait avoir signifié non-humain à l'origine. Lorsque je me suis rendue à Stonehenge par l'esprit, c'était au milieu de la journée. J'ai observé autour de moi, j'ai regardé mes guides et j'ai demandé ce que l'on voyait. Ils m'ont dit que c'était Stonehenge avant Stonehenge. C'était à ça que ça ressemblait. Ils ont dit qu'ils voulaient me présenter aux êtres qui avaient aidé à bâtir Stonehenge. Ces êtres magnifiques, qui étaient très grands, étaient des Pléiadiens. Mais je les ai appelés les anciens. Ils m'ont raconté qu'ils étaient venus sur Terre à cette époque pour aider à créer une nouvelle phase de l'humanité dans cette région du Nord. Ils ont enseigné aux gens leurs cérémonies. Ils leur ont appris leurs rituels, tout ce qu'ils savaient. Ils ont transmis leur médecine. Ils ont formé les grandes prêtresses. Cela a représenté 4000 ans d'entraînement et de préparation. Parce que tout a commencé vers 8000 ans avant Jésus-Christ.
Puis, vers 4000 ans avant Jésus-Christ, ils ont placé les grandes pierres de Sarsène. Le rapport avec Saturne est que les reptiliens étaient également présents sur Terre à cette époque. Ils étaient très déterminés à prendre le contrôle des gens et de toute la région. Ils n'aimaient pas ces anciens. Ils n'aimaient pas leurs enseignements. Ils n'aimaient pas ce qu'ils faisaient avec l'humanité. Et j'ai appris que les reptiliens avaient construit une réplique du site sur Saturne pour essayer de passer vers les Pléiades par ce portail. Ils ont simplement construit une réplique pour se transporter là d'où venaient ces Pléiadiens. Quand nous regardons la façon dont nos aéroports sont protégés, le fait que nous soyons obligés de passer par l'administration de la sécurité des transports et d'être scannés, c'est un peu le même processus que si nous nous rendions sur une autre planète. Nous ne pouvons pas simplement arriver et dire « je suis là, j'ai utilisé ce portail ». Nous devons passer par un véritable processus de numérisation. Nous devons obtenir un code pour passer cette porte des étoiles. C'était aussi le cas à Stonehenge. Je pense que cet alignement avec Saturne est davantage le résultat de cette fameuse bataille qui s'est déroulée pendant des millions d'années entre différents êtres extraterrestres et ces demi-dieux qui se disputaient le pouvoir. Ce qui se passait ici sur Terre a toujours eu un rapport avec cette bataille. D'après moi, l'alignement avec Saturne avait tout à voir avec la guerre qui se déroulait à un autre niveau entre les Pléiadiens et les reptiliens. Si cela est vrai, existe-t-il des preuves qui suggèrent qu'un autre type de civilisation a utilisé le code de Stonehenge? Qui a construit Stonehenge? Je me suis lancée dans une campagne de recherche pour savoir à quoi ressemblaient ces personnes. J'étais sans cesse attirée, par radiesthésie, vers un très grand tumulus situé dans la plaine de Salisbury. Stonehenge est situé dans la plaine de Salisbury. Et la plaine de Salisbury est gérée par les militaires. J'ai découvert que le plus grand tumulus jamais construit en Europe du Nord-Ouest se trouvait dans la plaine de Salisbury. Certains tumulus renferment des chambres mégalithiques, et d'autres pas. Certains sont donc classés en tant que monticules de terre, et d'autres, ceux qui renferment des chambres, en tant que monticules mégalithiques. Quand j'ai découvert ce grand monticule de la plaine de Salisbury, je me suis dit qu'il avait dû être destiné aux centaines de personnes qui vivaient à Stonehenge. Mais ce n'est pas le cas. Il a été conçu pour une seule personne, et il s'agissait d'une femme. Nous n'entendons pratiquement jamais parler des femmes préhistoriques dans l'histoire britannique, à l'exception de Bodycée, la reine des Icénies, qui a défié les Romains à l'âge du fer. J'ai donc décidé de faire des recherches sur cette femme qui avait été placée dans ce monticule pour savoir qui elle était et quel était son âge. Elle a été datée de la période néolithique, soit il y a environ 5500 ans. J'ai retrouvé sa trace à l'université de Cambridge. Quand je suis allée l'examiner, j'ai tout de suite réalisé qu'elle avait un crâne allongé. Son crâne était beaucoup plus long que le nôtre. Nous avons des visages ronds et des crânes ronds. Le sien ne l'était pas. Elle faisait partie de ces personnes au crâne allongé. Elle devait être de haut rang, une grande prêtresse ou une reine, pour avoir été enterrée seule dans le plus grand tumulus d'Europe du Nord-Ouest. Nous savons aussi qu'elle avait été assassinée. J'ai donc décidé d'enquêter sur tous les autres tumulus de la plaine de Salisbury pour découvrir qui était enterré dans ces tumulus. Il s'est avéré qu'ils avaient tous des crânes allongés et qu'ils avaient tous été assassinés, puis placés dans ces monticules. Si ces êtres à tête allongée ont été assassinés, pourquoi avoir conservé leur corps? Détenaient-ils les clés du portail? Stonehenge et l'emplacement de ces pierres qui représentent Saturne, la Lune et le Soleil servent peut-être également à inciter les humains d'aujourd'hui à se rappeler qui ils sont et d'où ils viennent. Saturne était connu pour être un véritable tyran. C'est lui qui a fait naître l'idée d'amour vache, en quelque sorte. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais c'est comme lorsqu'on doit tailler un arbre afin d'exacerber sa croissance. Parfois, nous avons besoin d'un peu de dureté pour atteindre notre plein potentiel. Pour moi, c'est ce que représentait Saturne.
Ce qui est intéressant concernant cette urne, c'est qu'elle avait plusieurs facettes. C'était une figure féminine, mais généralement considérée comme une divinité masculine. Il imposait les limites du temps et de l'espace. Il représentait aussi la 7e sphère, le point le plus élevé de l'âme du monde. C'est le point où l'éternité est devenue la création. Il y a une limite au bord du monde, pour ainsi dire, qui est le niveau le plus élevé de Saturne. Il était aussi le souverain de l'âge d'or, ce qui lui confère une connotation positive. On dit que l'âge d'or était le règne de Saturne. Donc, il n'était pas que négatif. Mais c'est presque comme si notre monde était à l'envers ici. Concernant Saturne, le plomb est le moins coté selon notre vision des choses. Mais à l'âge d'or, c'était le plus coté. Stonehenge a de nombreuses facettes. C'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu de fertilité, c'est un lieu de sagesse, c'est un lieu de rassemblement. Bien sûr, c'est aussi un marqueur astronomique et un marqueur astrologique. C'est tout ça à la fois. C'est comme une grande poupée russe sans la partie russe. Pour le troglodyte moyen, cela ressemble à un tas d'arcs et de cercles disposés bon gré mal gré dans le paysage. Mais si nous observons une vue aérienne de Stonehenge, c'est parfait. C'est magnifique parce qu'il représente et englobe toutes les facettes de la géométrie sacrée. La géométrie sacrée est importante parce qu'elle représente un condensé des lois de la nature. Chaque géométrie est une concrétisation de la conscience ou d'un mouvement conscient et sensible. Chaque géométrie a un but profond. Par exemple, lorsque nous nous rendons dans un endroit comme Stonehenge et que nous le faisons avec notre intention, disons que nous cherchons à travailler avec les forces féminines ou créatives. Et la géométrie qui fonctionne avec ces forces est le pentagramme. Alors seules les forces du pentagramme, qui correspondent à un cercle de Stonehenge, prendront vie. Le reste des pierres ne bougera pas. Nous utilisons notre conscience comme clé pour activer une partie du site. Sinon, ce n'est qu'un tas de pierres posées là. Les adolescents de 1971 auraient-ils pu accéder à ce savoir interdit? Si nous pouvions utiliser la conscience de cette manière, pourrions-nous, en tant que civilisation, utiliser une structure comme Stonehenge comme une passerelle vers une autre dimension ou un autre temps? Son but est-il de nous rappeler où nous en sommes dans le grand schéma de l'évolution de cette frise chronologique? De l'autre côté du monde, une autre ligne du temps a été révélée dans ce que l'on appelle la région des Four Corners aux États-Unis. Ce qui est fascinant dans la culture Hopi est la notion de cycle de civilisation antérieure qui s'achevait de façon cataclysmique, puis une réémergence avait lieu et un autre cycle de civilisation démarrait. C'est le message que je retiens de la culture Hopi. Elle nous incite à replonger dans la lointaine préhistoire. Dans le prochain épisode, nous évoquerons les anciens réseaux de grottes du Sud-Ouest qui ont révélé d'anciennes civilisations et leurs trésors.